Merci beaucoup à tous les panélistes d'être là. Je pense que tout le monde est installé. La traduction, on l'avait déjà testée et nous pouvons commencer notre première session. Pourquoi l'Ukraine est importante, les tendances politiques et sécuritaires en Ukraine et leur impact sur la France et l'Europe. Je suis ravie de présenter nos panélistes, Monsieur Sylvain Guilloguet, directeur adjoint de l'Europe continentale, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Oleksiy Makiev, représentant spécial de l'Ukraine pour la politique des sanctions, Valeria Formuntian, députée et présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, Oleksiy Kharan, professeur à l'Académie Mohyla de Kiev et directeur de recherche à la Fondation pour les initiatives démocratiques, et Yulia Shoukan, maîtresse de conférences en études slaves à l'Université Paris-Nanterre et chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique à Paris. Juste avant de passer la parole à nos speakers, je n'ai pas pris de questions sur le Zoom pendant le discours du ministre, simplement faute de temps. Mais sachez que je suis connectée sur le Zoom, je vois les questions-réponses que les participants, il y a une centaine de personnes qui nous suivent, peuvent poser. À la fin de la session, je vais essayer de les regrouper, de prendre les questions les plus intéressantes. Ne m'en voulez pas d'emblée si je ne prends pas toutes les questions. Mais en tout cas, ceux qui nous suivent sur le Zoom, vous avez cette possibilité-là d'écrire vos questions dans la partie Q&A. Et je sais aussi qu'il y a des participants ukrainiens qui nous suivent. Je vais vous demander d'écrire en russe, désolé, je ne parle pas et je ne lis pas assez l'ukrainien, vos questions soit en anglais ou en français si jamais vous maîtrisez l'une de ces trois langues qui me permettent de bien comprendre votre question. On va commencer donc avec notre premier speaker, Sylvain Guilloguet. Et je vais dire tout de suite, Sylvain, que vous devez partir un petit peu avant la fin du panel. Donc on va vous laisser cette possibilité en comprenant les contraintes. Et je vous remercie d'avoir remplacé au pied levé M. Mondoloni, qui se trouve pour le format Normandie à Berlin. Je vais peut-être, Sylvain, commencer en lançant une question. Comment évaluez-vous la dernière séquence diplomatique? Quelle est la politique de la France? Comment jugez-vous le succès de la dernière démarche des deux visites d'Emmanuel Macron à Moscou et ensuite à Kiev et les perspectives des accords de Minsk? Et pardon, juste dernière précision, comme nous n'avons pas énormément de temps, les panels sont courts et dynamiques. Le propos introductif, je vais demander de limiter à 5, maximum 7 minutes. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Tatiana, merci à l'IFRI de cette invitation et bonjour à tous. Voilà, donc ce forum France-Ukraine tombe particulièrement bien dans le contexte que nous connaissons actuellement. Et cette table ronde se tient en un jour particulièrement riche en actualité, puisqu'effectivement aujourd'hui se tient à Berlin une nouvelle réunion du format de Normandie au niveau des conseillers, 2 semaines après celle qui s'était tenue à Paris le 26 janvier. Et aujourd'hui également démarrent des exercices militaires conjoints russo-biélorusses en Biélorussie et qui sont censés durer jusqu'au 20 février. Alors cette conjonction de dates inattendue, mais au pouvoir symbolique extrêmement fort, montre à quel point nous sommes à la croisée des chemins entre escalade et désescalade. Et c'est toute l'action de la France, incarnée par le déplacement du président de la République au début de cette semaine à Moscou, puis à Kiev et Berlin, qui vise précisément à faire en sorte que nous soyons à la fin de l'escalade et au début de la désescalade. C'est notre projet, c'est notre ambition. Et dans ce contexte, l'Ukraine compte, pour reprendre le titre de cette table ronde, l'Ukraine est en effet au cœur de nos préoccupations en France, en Europe et au-delà, depuis maintenant de nombreux mois. Et donc l'issue de la crise que nous vivons actuellement, et l'Ukraine en est un paramètre fondamental, déterminera possiblement la trajectoire de l'Europe, de l'Ukraine et de la Russie pour les prochaines décennies, ainsi que pour l'avenir de l'architecture de sécurité sur le continent européen. Alors, on est dans un contexte que nous connaissons bien de tensions aux frontières, décrites par le ministre Kouleba. Et ces tensions se focalisent bien sûr depuis de nombreux mois, depuis le printemps dernier, à l'Est. Ce renforcement militaire russe a commencé en avril dernier. Et puis, comme c'était indiqué, également au nord de l'Ukraine maintenant, avec les exercices conjoints russo-biélorusses que j'avais mentionnés auparavant. Alors, la recherche de la désescalade, c'est un préalable nécessaire
pour construire une voie de sortie diplomatique. Et c'est tout le sens de l'engagement de la France en ce moment, en concertation étroite avec les partenaires européens, avec les alliés de l'OTAN. Et donc, en effet, l'approche française repose sur 3 principes rappelés par le président Macron. C'est l'unité et la solidarité avec les partenaires et les alliés, la fermeté vis-à-vis de Moscou, avec la préparation d'un paquet de sanctions sévères et massifs, et puis l'adaptation de notre posture de dissuasion au sein de l'OTAN, et le dialogue, puisque ça va en triptyque avec la question de fermeté. C'est le dialogue qui est le seul moyen de parvenir in fine à la désescalade recherchée. Et donc, dans ce contexte, le président de la République a également salué la retenue et le sang-froid dont a fait preuve l'Ukraine, et que l'Ukraine continue de faire, malgré l'importante pression militaire qui pèse sur ses épaules. Et ce sang-froid ukrainien a permis d'éviter jusqu'à maintenant des escalades verbales et des incidents qui sont toujours susceptibles de mettre le feu aux poudres. Alors, dans ce contexte de tension, il y a la question du conflit dans le Donbass. Et donc, cette pression n'est pas nouvelle dans sa nature, mais elle l'est aujourd'hui dans son intensité. Et puis, pour revenir un petit peu en arrière, le tournant pour l'Ukraine se situe bien sûr en 2014, l'année de l'annexion illégale de la Crimée, que la France ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas, et du début de la déstabilisation dans le Donbass. Donc depuis lors, si les combats de haute intensité ont cessé, le conflit perdure et a causé de nombreuses victimes, dont environ 13 500 morts d'après l'ONU. Et donc malheureusement pour l'Ukraine, la guerre est malheureusement un fait du quotidien qui n'est pas nouveau et que nous ne devons pas oublier dans ce contexte de tension qui nous semble récent. Et donc cette réalité inacceptable justifie notamment notre engagement au sein du format de Normandie, aux côtés de l'Allemagne, pour une résolution politique durable du conflit dans le Donbass. Et la sécurité en Europe, dont on parle beaucoup ces dernières semaines, passe également et en premier lieu par la fin de ce conflit et la pleine mise en œuvre des accords de Minsk, qui permettra à terme une réintégration de l'ensemble du Donbass dans l'Ukraine. Des avancées significatives dans les discussions en cours aujourd'hui dans le format de Normandie contribueraient à la désescalade et permettraient de travailler plus sereinement sur les questions de sécurité européenne au sens large. Alors, il est également important de regarder aussi l'Ukraine, parce qu'on parle beaucoup d'Ukraine, autour de l'Ukraine, mais il faut également regarder l'Ukraine et comprendre que le conflit avec la Russie n'a pas commencé par hasard. Il est le fruit d'une réaction de Moscou à un choix politique fondamental de l'Ukraine, qui est celui de s'être engagé sur une trajectoire résolument européenne. Cette aspiration européenne a été le moteur de la révolution dite de la dignité de 2014 et qui a vu le départ du président Yanukovych. Et donc 8 ans plus tard, malgré le conflit, les difficultés politiques internes et un changement de président, l'Ukraine continue à regarder vers l'Europe et nous souhaitons conforter ce choix souverain de nature à construire un avenir prospère aux citoyens ukrainiens. Ce rapprochement avec l'Union européenne se construit en permanence dans le cadre de l'accord d'association et nécessite des efforts, mais constitue à mon sens une évolution majeure de l'Ukraine et une facette nouvelle de son identité nationale. Et donc ce choix souligne également l'enjeu de construire ensemble les modalités du modus vivendi harmonieux, pacifique entre l'Europe et la Russie, dans cet espace géographique charnière qui va de la mer Baltique à la mer Noire. Et je tiens à le souligner dans le respect des principes fondateurs qui constituent le socle de notre sécurité depuis plus de 30 ans. Et il y a un point important dans cette trajectoire européenne de l'Ukraine, c'est la question des réformes. Et elle présuppose pour Kiev de poursuivre résolument sur la voie des réformes structurelles, engagées à la fois par le président Zelensky et par son successeur. Donc personne n'en sous-estime les difficultés, mais il s'agit néanmoins d'un travail indispensable pour l'attractivité du pays et le respect de ses engagements, dans le cadre de l'accord d'association avec l'Union européenne, mais également et avant tout pour la population ukrainienne. Et il faut rappeler que le message réformateur du président Zelensky avait fortement résonné auprès des citoyens ukrainiens en 2019. Et dans tout ce contexte, notre relation bilatérale a bien sûr toute son importance. Et il y a un message que le président de la République a adressé à son homologue, le président Zelensky, quand il est passé à Kiev ce mardi. C'est un message de pleine solidarité. Et une pleine solidarité qui est non seulement politique, mais qui est également économique. Et je pense qu'en ce moment, c'est un point tout à fait crucial pour l'Ukraine. Il faut soutenir l'économie ukrainienne et sa monnaie en ce moment.
C'est un élément essentiel, je dirais, de résilience pour l'Ukraine. Et donc ce message de confiance essentiel dans l'économie permettra à l'Ukraine de traverser au mieux cette crise. Et donc notre soutien à l'Ukraine sur le plan économique passe par un paquet d'aides qui prend notamment la forme d'aides projets et de garanties de financement. Et donc à l'occasion du passage du président de la République à Kiev, il y a eu un certain nombre de contrats qui ont été signés. Et donc ça souligne la richesse et le dynamisme sans précédent de la relation bilatérale entre la France et l'Ukraine. Ainsi, les grands contrats structurants entre nos deux pays se multiplient dans des domaines essentiels au développement de l'Ukraine, l'infrastructure, les transports, la sécurité ou encore l'eau potable, avec une importante part de production en Ukraine. En propos conclusif, j'estime que l'Ukraine est aujourd'hui à la croisée des chemins et la tension politico-militaire actuelle en est sans doute une manifestation et un symptôme. Kiev a fait le choix souverain d'un rapprochement avec l'Union européenne, ce qui constitue sans doute une rupture avec des éléments structurants de son histoire au XXe siècle. Et ce sont des éléments qui étaient historiques, géopolitiques ou encore civilisationnels. Et donc c'est à nous, la France, l'Union européenne, d'accompagner Kiev dans ce choix souverain et en construisant un rapport de paix de long terme et de bénéfices mutuels avec la Russie. C'est sans doute l'enjeu historique de la période que nous vivons en ce moment. Merci beaucoup. Un grand merci, cher Sylvain, et d'avoir respecté le timing qui a été parfait. Monsieur Alexis Makeyev, je vais vous passer la parole pour compléter peut-être la vision ukrainienne par rapport à ce qu'a dit le ministre et sur les éléments que vous maîtrisez avant de vous poser les questions par la suite. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être à Paris aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine et tous les projecteurs sont braqués sur l'Ukraine. Cet intérêt est sans précédent, ce qui se passe à la frontière ukraino-russe. Et je suis très reconnaissant à tous les participants et surtout très reconnaissant à l'IFRI et à ses partenaires d'avoir organisé ce forum France-Ukraine, dont le principal objectif, c'est de soutenir cet intérêt vers l'Ukraine et aussi l'objectif de présenter ce qui se passe en Ukraine, non pas comme quelque chose qui se passe au loin, mais qui se passe dans nos cœurs et à côté donc, de nous. Donc, aujourd'hui, l'Ukraine est agressée et l'enjeu est de contrer cette agression, contrer cette menace et rendre l'Europe plus sûre et plus sécurisée. Aujourd'hui, il y a donc un intérêt diplomatique très accru. Tous les jours, des avions, les ministres des Affaires étrangères des différents pays, des présidents des différents pays viennent en visite. Le pont aérien fonctionne avec les différents pays, avec les livraisons d'armes. C'est très important. C'est très important parce que la diplomatie a un très grand rôle à jouer et l'Ukraine a toujours privilégié la voie diplomatique dans la résolution du conflit ukraino-russe. Mais il est très important également quand les présidents ou les ministres des Affaires étrangères des autres pays rendent compte de leur visite en rentrant dans leur pays, ils rendent compte du caractère accru de la menace. Parce que la menace qui pèse sur l'Ukraine, c'est la menace pour la sécurité de l'Europe tout entière. Et aujourd'hui, quand je quitte l'enceinte du ministère des Affaires étrangères ukrainien, je vois une présence régulière des caméras, des médias clés de l'Europe, et c'est un signe très important pour moi. C'est que l'Ukraine est sous le feu de projecteurs médiatiques
Il y a plein de demandes d'accréditation des journalistes du monde entier pour aller à la ligne de contact pour voir ce qui se passe dans la zone donc, du Donbass et pour témoigner de la réalité quotidienne de vie des militaires ukrainiens qui sont sur cette ligne et qui sont en première ligne de défense de leur pays. Et c'est très important qu'il y ait cet intérêt d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe réellement, de regarder en face et d'informer les sociétés de l'Europe. Parce que quand on comprend ce qui se joue là, on comprend que c'est véritablement la menace pour l'Europe tout entière. Parce que s'il y a donc les conséquences de cela peuvent avoir une échelle globale, européenne. Et aujourd'hui, nous comprenons que les sociétés civiles ont un très très grand rôle à jouer. Ce sont des électeurs, ce sont les contribuables et ils peuvent faire pression sur le gouvernement et si les lignes géopolitiques, les politiques extérieures ne conviennent pas à la société, eh bien, ça se jouera à la prochaine élection. Donc, c'est très important cette information qu'on apporte à ces sociétés. Et c'est très important, et c'est très important aussi sur l'action du gouvernement de ces États, de ces pays, pour être convaincant au niveau du paquet des sanctions contre la Russie si elle ose l'intervention. Et hier, j'ai fait une sorte de bilan des échanges. J'ai échangé en fait avec les journalistes qui ont parcouru l'Ukraine au cours de la dernière semaine et je leur ai demandé quelles étaient les impressions et quelle est leur analyse sécuritaire et politique. Eh bien, le commentaire commun, c'était que l'Ukraine n'est pas responsable de ce qui se passe. Ça, c'était le premier constat. Ce n'est pas, en fait, le caractère provocateur de l'Ukraine ou des agissements de l'OTAN qui aurait pu justifier cette agression russe. Eh bien, le constat était unanime de la part de tous les journalistes, c'était que cette agression de la Russie n'est pas justifiée et il n'y a pas une raison derrière. C'est quelque chose qui est non justifié. Ensuite, deuxième constat, j'ai compris que les journalistes, quand ils ont échangé avec donc leurs interlocuteurs ukrainiens, quand les journalistes posaient la question comment vous commentez la menace d'une intervention, la réponse des Ukrainiens, c'était que, écoutez, ça fait déjà 8 ans que cette guerre dure. Et dans les territoires occupés et le fait que l'Ukraine, il y a les contingents russes dans les territoires occupés et que l'Ukraine a perdu déjà 14 000 militaires qui défendaient leur patrie, qu'il y a 1,5 million de personnes déplacées internes, les Ukrainiens qui ont fui la zone des hostilités. Donc, et tous ces messages, jusque-là, ils n'étaient pas très relayés par les médias occidentaux, ils n'étaient pas entendus en Europe. Et troisième constat, conclusion de journaliste, c'est quelle que soit la personne interviewée, des Ukrainiens lambda, qu'est-ce que feraient les citoyens lambda ukrainiens si la Russie attaque massivement? Eh bien, quelle qu'était la ville, Kharkiv, Lviv, Odessa, la réponse des Ukrainiens, c'était notre réponse à cela, ce serait prendre des armes et
et militaristes se défendre contre cette agression. Et là, cette force des Ukrainiens, c'est ça la force principale des Ukrainiens, c'est que ils ont déjà compris le prix à payer pour la liberté et ils vont défendre leur liberté et leur patrie. Donc, je vais encore revenir plus en détail sur les différents instruments d'influence, mais je voudrais souligner qu'il est très important de fournir à l'Ukraine les capacités de défense pour qu'elle puisse se défendre. Je vous remercie beaucoup. Les speakers sont aujourd'hui extrêmement disciplinés. Merci beaucoup. Ça va nous laisser le temps pour les questions-réponses. Et je passe la parole à Valeria Faure-Muntean, députée donc et présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Qu'est-ce qui remonte, Valeria, de vos échanges parlementaires avec vos collègues ukrainiens ? Merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravie de pouvoir participer à un événement de telle ampleur au sujet de l'Ukraine. C'est effectivement ce qui a peut-être manqué ces dernières années, pouvoir parler de l'Ukraine avec autant d'expertise en réunion en un seul lieu. Qu'est-ce qui remonte de mes échanges avec mes collègues ? Je vous avoue que nos échanges sont complexes en ce moment, puisque tout le monde est pris un petit peu dans la gestion de l'information et de la crise, dans la digestion de l'information. Elle est extrêmement volumineuse, nombreuse, et elle vient de sources différentes. Donc, la prérogative de la présidence française étant la diplomatie, il est très difficile de faire un dialogue en parallèle. Je voudrais peut-être apporter des éléments en ce qui concerne la question de cette table ronde, en quoi l'Ukraine est importante pour l'Europe et pour la France, et ça permettra un petit peu de visualiser le sujet de la crise actuelle. L'Ukraine est un grand voisin immédiat de l'Union européenne, un pays qui a un énorme potentiel de développement, qui a des richesses et qui a aussi une culture et une culture éducative qui a un potentiel de développement. Donc, il ne faut pas négliger ce grand voisin et sa situation géopolitique qui est cruciale à cheval entre l'Europe et la Russie. Donc, depuis 2017 que je suis élue et que le groupe d'amitié a été créé, nous travaillons justement au fait de pouvoir faire connaître l'Ukraine, parler plus d'Ukraine en France et élaborer les relations bilatérales, notamment du point de vue économique. Ce que j'ai trouvé en situation de géopolitique ou de diplomatie parlementaire en 2017, c'est que l'Ukraine était considérée comme un pays qui se considérait comme un pays victime de manière permanente, et donc ça donnait une image de demande d'aide ou de position de demande d'aide permanente. Depuis, l'Ukraine est devenue un partenaire qui a des choses à offrir et des choses à acquérir. Et les relations économiques entre la France et l'Ukraine et leur développement massif sur ces dernières années, et encore une fois les contrats signés lors du passage d'Emmanuel Macron à Kiev, démontrent à quel point la France a trouvé en Ukraine un partenaire de confiance, un partenaire avec qui on peut développer ou co-développer des projets communs. Des projets communs sur plusieurs volets. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine est un grand pays agraire et historiquement, il prend une place sur le marché international assez importante. C'est un pays qui a une industrie militaire, une industrie aéronautique assez importante et qui mérite d'être redimensionnée et en tout cas revivre. Et ça répond un petit peu aux intérêts aussi français qui a une industrie similaire.
C'est un pays où les nouvelles technologies se développent aisément et un pays qui a subi des agressions hybrides, notamment de la part de la Russie, qui connaît parfaitement les sujets de cybersécurité et qui pourrait apporter énormément à la connaissance en matière de cybersécurité à la France et à l'Europe. Donc, tous ces points-là font que l'Ukraine est un pays partenaire extrêmement important, crucial dans la présence européenne et notamment française dans ce pays doit être maintenue et renforcée, c'est une évidence. Parler de cordon de sécurité entre l'Union européenne et la Russie qui passerait par l'Ukraine me paraît complexe parce que ça donnerait l'impression que l'Union utilise l'Ukraine et ce n'est pas le cas. C'est un partenaire dont on doit défendre les questions de souveraineté, d'intégrité territoriale et qu'on doit accompagner dans ce dialogue difficile avec la Russie. La crise actuelle a démontré que tant que l'Ukraine aura la possibilité d'être, enfin, en tout cas, le risque d'être déstabilisée par la communication politique, diplomatique, la guerre informationnelle et par la présence des forces armées russes à ses frontières, on aura les difficultés de faire émerger l'Ukraine comme un partenaire et un pays souverain et stable, parce que cette déstabilisation permanente, et on le voit depuis le mois de novembre, remettent l'Ukraine dans la position de victime et d'agressé, alors que c'est un pays fort. Et comme M. Makiev l'a souligné tout à l'heure, un pays qui a reconstruit sa souveraineté, son unité nationale, son armée aussi, et qui sera prêt à se battre dans le cas de guerre totale. Le risque existe certainement. C'est pour ça que M. Macron s'est déplacé pour pouvoir dialoguer et rétablir la communication diplomatique entre l'Europe et la Russie, alors qu'on était empêché un petit peu par un canal de communication qui avait été établi entre les États-Unis et la Russie. Et cet empêchement n'a pas permis d'ouvrir le dialogue dès le départ de manière saine. Aujourd'hui, l'Ukraine participe pleinement aux négociations en ce qui concerne son intégrité territoriale et sa souveraineté. Et ça, c'est primordial. Et la France, l'Union européenne participe à ce dialogue au travers de la présence des États-nations que sont la France et l'Allemagne dans le cadre du format Normandie. On voit bien que suite aux conférences de presse à l'issue des rencontres avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, il y a encore besoin de beaucoup de discussions, de négociations, et il y a encore des points d'achoppement assez importants. Mais le dialogue est établi et il doit perdurer jusqu'à trouver une issue favorable pour l'Ukraine du conflit. Ce qui m'interroge et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les bases de ce débat et les bases de cette discussion étaient le format Normandie et les accords de Minsk. Aujourd'hui, on voit bien que le fondement même des accords de Minsk est remis en question. Donc, il faut trouver d'autres structures ou d'autres accords sur la base desquels il faudra discuter si l'Ukraine estime que les accords de Minsk ne lui conviennent plus. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade de position du groupe d'amitié au travers des échanges qu'on pouvait avoir avec les différents acteurs ukrainiens. Merci beaucoup, chère Valéria. C'était extrêmement intéressant et on voit déjà la grande divergence sur les accords de Minsk et l'interprétation dont certains y tiennent comme la pierre angulaire de la résolution du conflit
Et d'autres expliquent que finalement c'est intenable et il faut moduler les accords de Minsk pour reprendre une formule que j'ai entendue, trouver une flexibilité dans le cadre des accords de Minsk qui sont assez rigides. Valéria, vous avez dit la société ukrainienne est prête à se battre, est prête à la guerre totale. Justement, avec professeur Oleksiy Aran, nous allons passer au sujet qui concerne précisément l'état d'esprit de cette société. Professeur Garagne, à vous. Merci beaucoup. Mais je vais commencer par une blague. Madame Formuntian est entre deux Oleksiy. Donc nous deux hommes prénommés Oleksiy. Et suivant l'adage ukrainienne, quand on est entre deux personnes qui portent le même prénom, il faut faire un vœu et ce vœu se réalisera sans faute. Donc, Madame Formuntian, je vous invite à faire un vœu de la paix et on va contribuer à ce vœu. Maintenant, pour être sérieux, il n'y a pas de désescalade, il n'y a pas de signe de désescalade. Aujourd'hui, à Paris, nous essayons de capter la moindre chose qui se passe autour de l'Ukraine. Au contraire, la situation empire. Poutine est en train de monter les enchères. Et dans cette situation, Poutine repousse les Ukrainiens de la Russie. Sa pression est contre-productive. Et je vais vous montrer les résultats des sondages qui avaient été réalisés en décembre, le 22 décembre. Et ce sondage est confirmé par d'autres centres sociologiques. I cannot move it. Yeah, I need your help. Can you move to next slide, please? Спешат на помощь. Ну, пока спешат на помощь, да, я скажу, что когда упоминается политика финляндизации, не работает, да? Ça fonctionne pas, malheureusement. Когда говорят о политике фінляндизації, ми були в этой ситуації. Ми були в цій ситуації. Вибачте, я перейшов на російську, бо ми володіємо всі російською мовою. Я перейшов, тому що я пояснював. Мы были в цій ситуації Nous avons déjà connu cette situation avant 2014, lorsque l'Ukraine était un pays hors bloc. Але це дійсно не перешкодило Mais тому, що cela n'a Путін pas на нас напав. empêché l'attaque de Poutine, cette agression. Et d'ailleurs, je dois dire que si nous parlons de la Finlande neutre, je ne sais pas si tout le monde se souvient que, outre le fait que la Finlande était neutre, elle avait aussi un accord de soutien mutuel avec l'Union soviétique. Et le niveau d'influence de l'Union soviétique sur la société finlandaise était très, très désagréable. Can you move it yourself? On essaie de régler le problème. Окей. Да, буду розказувати, да, хоча, звичайно, краще показувати. О, wonderful. Enfin. Це маніфік. Тре маніфік. Мерсі боку. Власне, ви тут бачите, що дійсно... Non, trop vite. Yes. Voilà. Oui. The blue line is support for NATO, so you see... Bleu, Біла лінія, голуба лінія La ligne це bleue, підтримка c'est НАТО. le soutien de І ви l'OTAN бачите, що дійсно dans la до société ukrainienne. Et vous 2014 voyez року que jusqu'en прихильники НАТО були в 2014, меншості. les partisans de l'OTAN étaient en року minorité. Après різка 2014, підтримка зросла ce спасибі soutien Путіну. a Зараз ви бачите explosé невеличкі grâce à флуктуації, Poutine. Ici, vous залежно voyez від quelques того, fluctuations що en відбувається на fonction de ce кордонах qui se passe à України. la Але frontière de останнім l'Ukraine. часом Mais підтримка ces НАТО derniers знову temps, зростає, тому що le soutien de l'OTAN Тому що, augmente власне, Україна parce que бачить, l'Ukraine voit що робить Росія. ce Тому, коли que fait Путін la говорить Russie. про Dès lors, lorsque загрозу Poutine НАТО, parle de la він сам menace de відштовхує l'OTAN, eh bien c'est українців lui-même до qui repousse відштовхує les українців Ukrainiens, до qui НАТО. pousse les Ukrainiens vers Next l'OTAN. slide, please. Next. And next. Wonderful.
Отже, ми запитали питання, ви бачите, що є конфлікт на Донбасі. Червоним – це російська трактовка, тобто, що це внутрішньоукраїнський конфлікт, це російська трактовка. І блакитним – це, що це російська агресія, яка включає в себе місцевих бойовиків. Ви бачите, що розуміння того, що це російська агресія, за рік зросла на 7%. І, відповідно, впала тих, хто вважає, що це внутрішній конфлікт. Тобто це за Зеленського. Давайте згадаємо, що Зеленський починав як пацифіст і дійсно пішов на поступки Росії. Qui avait fait quelques concessions à la Russie, la Russie continuait à tirer et à attiser les tensions. Donc ce soutien augmente, donc même par rapport à l'époque Poroshenko. Ceux qui disent que c'est un conflit interne, il s'agit de 16%. N'oublions pas que l'Ukraine est une démocratie, pas parfaite, mais nous avons tout le monde, tout le spectre, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Nous avons des nationalistes radicaux, nous avons des gens avec des positions pro-russes. Eh bien, vous voyez, c'est 16% qui sont prêts à avaler le point de vue russe. Mais si nous regardons, car nous avons essayé de dispatcher cela en fonction de l'électorat, 92% de l'électorat de Poroshenko considère que c'est une agression russe. Quel est ce pourcentage, par exemple, dans l'électorat des serviteurs du peuple, dans l'électorat de Zelensky? Ce chiffre parmi les électeurs de Zelensky est de 88%. C'est-à-dire que plus de 80% des électeurs de Zelensky pensent la même chose que l'électorat de Poroshenko. Et même si vous regardez l'électorat du parti pro-russe, la plateforme d'opposition pour la vie, c'est 33% de ceux qui considèrent que c'est une agression de la Russie. Cela témoigne du fait que la majorité de l'Ukraine sont unis sur cette question. Et lorsqu'on parle du conflit entre Zelensky et Poroshenko, oui, nous avons une lutte politique très dure. C'est la démocratie. Par moments, c'est assez agressif. Mais je dois dire que dans cette situation, l'électorat des deux pense la même chose. Ce qui veut dire que, d'une part, le président Zelensky ne doit pas poursuivre l'opposition parce que Poroshenko est son allié et d'autre part l'opposition n'a pas de slogan à bas Zelensky et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Il y a eu une table ronde ukrainienne avec tous les partis où Zelensky n'est pas venu par ailleurs et où l'opposition a expliqué pourquoi nous tendons la main à Zelensky même si les débats peuvent être très, très dur. Possibilité de compromis. Next slide. Tout d'abord, je voudrais dire que la terminologie est très importante. Nous entendons souvent dans la presse occidentale que le conflit ou la guerre dans l'est de l'Ukraine. Regardez la carte. L'est de l'Ukraine est paisible, calme. Même avec les 2 tiers de Donbass sont contrôlés par l'Ukraine et sont en paix. Donc il faut dire très clairement qu'il n'y a qu'un tiers du Donbass qui est occupé et oui, sur la ligne de contact, comme disent les diplomates, c'est en vérité une ligne de front. Il y a les militaires et les civils ukrainiens essuient constamment des tirs. Deuxième point, les accords de Minsk. En Ukraine, il y a une différence entre accords et donc l'entente, les accords, je ne sais pas s'il y a cette différence en français, mais c'est très important, c'est une question de principe, car lorsqu'on parle des accords, il s'agit d'un contrat international signé par les chefs des États et peut-être ratifié par le Parlement. Et il ne s'agit que des accords politiques qui n'ont même pas été signés par les
leaders des pays. Peut-on dès lors avancer autour des accords de Minsk, justement de cette entente de Minsk? Que pense la société ukrainienne à ce sujet? En bleu, vous voyez, ce sont des gens qui considèrent qu'on peut donner un statut spécial à ces régions autoproclamées des régions de Luhansk et de Donetsk. Les termes de LNR-DNR ne sont pas utilisés dans les accords de Minsk et vous voyez que ces gens qui sont pour ne sont que 13%. Qui plus est, si nous regardons de nouveau l'électorat des serviteurs du peuple, le parti Zelensky, ils ne seront que 10 de l'électorat de Zelensky disent que nous pouvons avancer vers un statut spécial et l'autonomie de ces régions. Se pose dès lors la question, peut-on trouver un compromis? Oui, le compromis est possible. Il peut être autour des questions de l'amnistie, pas l'amnistie totale, mais une certaine amnistie sélective. On ne peut pas amnistier ceux qui ont tué, ceux qui ont torturé les militaires ukrainiens, les citoyens pacifiques, mais pour les autres, les Ukrainiens seraient d'accord de donner une amnistie, mais se pose la question de l'ordre d'application des accords de Minsk. Ce ne sont pas des divergences de traitement entre l'Ukraine et la Russie. Dans les accords de Minsk, il est clairement écrit d'abord le bloc sécuritaire. Point numéro 1, la paix, l'élément des troupes armées, l'échange des prisonniers, tous contre tous, et seulement après apparaît la question des accords politiques. Et la possibilité d'accorder un statut spécial n'est possible qu'en conséquence des élections libres. Croyez-vous en élections libres sur ces territoires occupés? Est-ce qu'il y a là-bas la liberté des partis, de la presse, etc.? Dès lors, la position ukrainienne est justement dans le fait que, oui, ces accords politiques ne sont pas favorables à l'Ukraine dans la partie politique, mais nous sommes prêts à avancer. Mais d'abord, il faut assurer les questions sécuritaires. Si ces questions sont réglées, alors Zelensky pourrait vendre quelque chose à l'électorat. Si ce n'arrive pas, alors l'Ukraine connaîtra une déstabilisation parce que les Ukrainiens ne l'accepteraient pas. Et la dernière chose que je voudrais évoquer, Poutine en ce moment a très clairement déclaré qu'il ne reconnaît pas l'existence de la nation ukrainienne en tant que nation séparée. C'est a dit officiellement, les Ukrainiens n'existent pas. J'avais, moi, à l'époque soviétique, le passeport où il était marqué ukrainien. Poutine dit non, les Ukrainiens n'existent pas. En revanche, en Ukraine, il y a aussi une revanche politique qui inclut les Russes ethniques, les Juifs, etc. Et la dernière chose que je voudrais dire, en étant en France, nous savons qu'ici, il y a une tradition de gauche qui est très forte. Et bien, sachez que dans les traditions de gauche, puisque j'ai été de gauche dans ma jeunesse, dans la tradition de gauche, il est de devoir moral de soutenir ceux qui se battent pour leur indépendance. Savez-vous quelle était la raison de création du premier international? En tant que professeur, je pose la question. Quelle était la raison de création du premier international avec Marx et Engels? C'est la solidarité des ouvriers européens avec le soulèvement polonais contre le tsarisme russe. Donc, j'attends la même chose de la part de la gauche européenne, des sociodémocrates. Nous savons que ces gens existent et nous comptons sur votre solidarité. Merci beaucoup. Vive la France et gloire à l'Ukraine. Le professeur Gagne, merci beaucoup. Conclusion très surprenante, je ne m'attendais pas à entendre parler de l'international dans notre panel, c'est formidable. Et last but not least, Yulia Shukhan, Yulia, avec vous, on va aller de l'autre côté de la frontière pour voir ce qui se passe exactement sur le terrain dans le Donbass. Et Yulia, vous êtes sociologue, vous êtes allée à plusieurs reprises sur la ligne de contact et avant 2014 aussi beaucoup à Donetsk, dans ces régions-là. À vous la parole. Merci beaucoup. Effectivement, je vais sonner très en écho avec l'intervention précédente qui nous a montré que les guerres sont productrices de trajectoires sociales. Et les données qui nous ont été présentées nous montrent à quel point la société ukrainienne a été transformée en profondeur par la guerre. De mon côté, je vous essaierai de vous amener de l'autre côté de la ligne de contact. Donc effectivement, en suivant les trajectoires des États séparatistes, les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk,
puisque ce qu'on sait de la littérature sur les conflits armés, mais c'est aussi ce qu'on observe sur le terrain, ce que la guerre est nécessairement productrice aussi de trajectoires étatiques. On a vu dans ces territoires des trajectoires individuelles, mais je vais être extrêmement brève là-dessus, trajectoires parfois improbables, fulgurantes, extrêmement courtes. Pensez aux deux signataires de ces protocoles de Minsk I et Minsk II, les deux noms qui figurent tout en bas de la deuxième page, les noms de Zakharchenko et de Plotnitsky, qui n'existent plus, mais c'est à l'image effectivement du caractère extrêmement fulgurant de ces trajectoires. On voit aussi dans ces républiques autoproclamées, donc des groupes d'élite se constituer, des ressources qui sont partagées. On voit des institutions fonctionner plus ou moins bien. En tout cas, les autorités essayent de les faire fonctionner au quotidien. On voit des politiques publiques qui se mettent en place avec l'appui multiforme de la Russie, l'appui financier, l'appui militaire, l'appui politique. Et donc, on voit des États de facto se constituer qui essayent d'exister dans cette zone grise de la non-reconnaissance. Je vais vous donner juste, en suivant cette trajectoire, quelques éléments qui nous montrent que cette trajectoire va totalement à l'encontre de la logique des textes de Minsk I et de Minsk II, puisque ce qu'on voit, surtout depuis ces dernières années, c'est une intégration totale de ces territoires à la Russie et non pas du tout une éventuelle réintégration à l'Ukraine. Je laisse de côté l'aspect militaire, je voulais juste d'abord commencer par l'aspect économique. Depuis 2017, donc le rouble russe, c'est la monnaie de circulation dans ces territoires. C'est avec cet argent-là, cette monnaie-là qu'on paye, qu'on reçoit son salaire, qu'on va faire ses courses. La gestion économique de ce qui reste des complexes industriels et miniers dans ces territoires est souvent assurée par des acteurs russes, totalement inconnus, comme l'année dernière où il y a une nouvelle société russe, UGMK, qui est à Paris et qui gère aujourd'hui pour la DNR toute l'infrastructure économique. À l'automne 2021, on a eu une nouvelle étape franchie puisque la Russie a reconnu les certificats pour les biens fabriqués en DNR et LNR. Ça veut dire légalisation des circuits économiques qui existaient déjà auparavant, encore une fois dans la zone grise, non reconnus. Cette fois-ci, ces marchandises pourront être acquis au terme de passation des marchés publics en Russie. Je reste très brièvement sur la scène politique, effectivement, et je rejoins ce qui a été dit. On a vu se constituer des mouvements politiques dans ces territoires, des mouvements politiques clairement pro-russes. Il n'y a pas de place pour l'expression de ces positions pro-ukrainiennes. Prenez l'exemple de Donetska Republika, la République de Donetsk. On a beaucoup de témoignages sur les pressions qui avaient été exercées sur les employés du public, les avocats, les notaires, pour intégrer ce mouvement qui aujourd'hui se revendique de 220 000 adhérents. La citoyenneté est totalement remodelée et ce processus, et son exercice également, et ce processus s'est enclenché en 2018. Donc d'abord avec cette obligation, et une fois de plus on est dans les mécanismes très contraignants, obligation aux fonctionnaires des États, des appareils d'État et des appareils militaires de prendre les passeports des républiques autoproclamées. Et plus tard, cette obligation a été étendue, encore une fois, à l'ensemble des employés du public, qui est l'un des principaux employés dans ces territoires. Et aujourd'hui, si vous regardez les papiers d'identité ukrainiens, d'après les témoignages que je recueille, n'ont plus cours, en fait. Pour même accéder aux services bancaires, effectuer un certain nombre de démarches administratives, vous devez être titulaire soit du passeport de DNR et LNR, soit du passeport russe. Et ça m'amène à cette question en français, ça sonne un tout petit peu barbare, ce terme de passeportisation. Effectivement, ces procédures de facilité de naturalisation et d'admission à la citoyenneté russe, donc accordées par la Russie à partir de l'année 2019 à destination des résidents des territoires séparatistes. Bien sûr, c'est une citoyenneté au rabais, mais qui donne quand même un certain nombre de droits, notamment le droit de vote, on l'a vu à l'automne 2021 pour les élections fédérales, parlementaires en l'occurrence. Mais je pense que ce mouvement de passeportisation, il est très important de le rapporter au nombre total des habitants. Et en fait, on sait que ces territoires subissent un phénomène de dépopulation extrêmement important. Un recensement a été réalisé, mais ces données n'ont jamais été rendues publiques. Mais d'après les estimations, il y aurait 2 millions plus ou moins de résidents dans les territoires séparatistes. Et donc, avoir entre 600 et 700 000 citoyens russes dans ces territoires, si ce n'est pas une intégration directe à la Russie.
Il y a d'autres points sur lesquels j'aurais pu insister, mais je veux en souligner 2 supplémentaires. L'intégration à la Russie est favorisée toujours par des mesures contraignantes qui limitent la circulation par-delà la ligne de contact. Il y a 7 points de passage sur cette ligne, donc entre les territoires gouvernementaux et les territoires occupés. Du côté des autorités séparatistes, seuls 2 fonctionnent et sont ouverts. Un pour la DNR et un pour la LNR. Ils n'autorisent qu'un voyage par mois, alors qu'auparavant, la circulation était beaucoup plus fluide et beaucoup plus fréquente. Et en DNR, il faut carrément obtenir une autorisation spéciale auprès des services de sécurité. Et en fait, j'ai toujours, pendant ces années de guerre, jusqu'à la pandémie, je dirais, j'ai été optimiste, parce que certes, on observait une rupture des liens politiques et des liens économiques, mais je me disais que le lien social est fort. On était à plus d'1 million de traversées de la ligne de contact, et donc c'est des interactions familiales, sociales, administratives. C'est ça qui fait tenir les 2 territoires. Il faisait tenir jusque-là. À cet égard, je pense que la situation est dramatique, parce qu'on est à une baisse de traversées de 94%. En fonction des mois, il y a 20, 30, 60 000 traversées, mais ça n'a rien à voir avec 1 million auparavant. Et nécessairement, ça provoque aussi des phénomènes de réidentification dans les territoires séparatistes. J'y vais prudemment sur ce terrain. Je sais que parmi les sociologues ukrainiens, il y a débat, notamment sur la possibilité de conduire des sondages dans ces zones, à la fois du point de vue éthique, sécurité des enquêtés et des enquêteurs, épistémologique, quelle est la connaissance qu'on obtient alors qu'il y a la peur, notamment d'exprimer son sentiment pro-ukrainien, difficulté du point de vue de l'échantillonnage aussi. Mais ce qu'on voit ces 2 dernières années, notamment dans des sondages réalisés, mais parfois pas publiés d'ailleurs, sur commande de fondations, d'organismes étrangers, on voit le phénomène de réidentification. Baisse de l'identification à l'Ukraine, une plus importante aliénation par rapport à l'Ukraine et réidentification vers la Russie. Et en fait, ce qu'on sait de la littérature sur les États de facto, c'est que précisément ces phénomènes sont courants, surtout après des épisodes de grande violence, mais c'est aussi parce que la matérialité du quotidien amène ces gens-là vers la Russie. Et si on regarde avec la difficulté de circulation par-delà la ligne de contact, il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour les habitants de Donetsk d'aller à Rostov pour faire ses courses tout simplement, pour faire un certain nombre de démarches, que d'aller à Bakhmut, d'aller à Konstantinovka ou encore d'aller à Pokrovsk. Donc, pour terminer, je vais poser un certain nombre de questions et ça va lancer, j'espère, notre discussion. Donc, je vous ai montré ces trajectoires totalement à l'opposé de l'esprit et parfois même de logique de Minsk 1 et Minsk 2, et donc ça la pose un certain nombre de questions. D'abord, alors qu'aujourd'hui on parle du réengagement ferme et de la volonté d'avancer effectivement dans ces accords, il faut se rappeler qu'ils ont été signés en 2014-2015, quand la situation était totalement différente par rapport à ce qu'on observe des 2 côtés de la ligne de contact. Et donc la mise en application de ces textes devient de plus en plus problématique, à la fois parce qu'on le sait, ça donne un levier de puissance extrêmement fort à la Russie, mais aussi parce que ça fragilisera cette architecture institutionnelle, l'État ukrainien. Deuxième question, est-ce qu'on peut, du coup, au regard de ce que je viens de présenter, ce que le professeur Garagne a présenté aussi en lien avec la société ukrainienne, est-ce qu'on peut exiger un réengagement ferme et dans une interprétation stricte, assez proche de ce que Moscou nous demande de voir dans ces accords, est-ce qu'on peut exiger de Kiev un réengagement, effectivement, dans ce processus contre la société civile, contre la société ukrainienne et en tout cas un certain nombre de ses aspirations, puisque en Ukraine, l'avancée donc d'après Minsk 1 et Minsk 2 peut effectivement se traduire par une grande instabilité politique, voire même par de la violence politique. On a connu des épisodes de ce type-là, et je pense à août 2015. Ma deuxième question, plus à nous-mêmes, Européens, Français, c'est cette tension que je vois entre le court terme et le long terme. Effectivement, nous avons l'impression que Minsk 1 et Minsk 2, et tout le monde est prêt à avancer, effectivement, en tout cas se dit prêt à avancer dans l'application de ces accords. Il y a un décalage. Dans le court terme, ça paraît une solution effectivement tenable, susceptible de conduire à une désescalade des tensions, mais il y a le long terme. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, cette fragilité institutionnelle qu'on va créer aussi en Ukraine. Et ma dernière question, elle est un peu provocatrice. Je ne suis pas diplomate, je suis chercheuse, je pense que je peux me le permettre. C'est la question d'honnêteté de notre part, de nous Français et nous Européens aussi, avec l'Ukraine. Puisque si on exige l'application de ces accords, est-ce que ce n'est pas pour nous une façon très facile de dire à l'Ukraine que non, finalement, on va dire non à ces aspirations atlantistes ou encore européennes? La solution paraît séduisante. Elle nous permet de garder la face, elle nous permet de garder notre attachement à la souveraineté étatique,
mais dans le même temps, elle est malhonnête aussi par rapport et irrespectueuse donc des aspirations des Ukrainiens et de l'Ukraine. Je laisse ces questions ouvertes et je vous remercie de votre attention. Un très grand merci à tous les panélistes. Je pense que nous avons une vision maintenant très complète.